Pascal, bonjour. Bonjour Christophe, comment tu vas? Bien et toi? Très très bien, très très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pascal, tu travailles au Learning Lab de Louvain, c'est ça? C'est ça, oui, le Louvain Learning Lab, oui, à Louvain-la-Neuve en Belgique. Learn- Learn- à Belgique, à l'université de Louvain-la-Neuve. En gros, c'est le service d'appui à la pédagogie pour l'université. Absolument, oui, oui, notre public cible, ce sont les enseignantes et les enseignants, titre principal, mais de manière plus générale aussi la communauté enseignante, la communauté éducative de manière générale. Bon, alors, comment ça se passe ce confinement en Belgique? Mais écoute, ça se passe bien, ça se passe de manière très différenciée. Je pense qu'à l'université, on est assez privilégié. Euh, les mesures de confinement ont suivi évidemment les actualités nationales au niveau fédéral. Elles avaient été anticipées évidemment au niveau de l'université. On se doutait qu'il y a des choses qui allaient arriver. Je dirais que les premiers qui ont été mobilisés, c'est l'équipe informatique qui avait évidemment consolidé tous les systèmes de serveurs, etc. Il a fallu faire le choix d'un système de classe virtuelle qui n'existait pas à l'UCL Louvain. Alors on n'a pas véritablement choisi un outil de classe virtuelle, hein, c'est pas faire un jour à Microsoft, mais on utilise Microsoft Teams parce que voilà, il était déjà dans la place. Et donc ce qui fait que nous, avec un petit effet de décalage au sein de l'équipe de Louvain, on a mis en place les éléments d'accompagnement qui était dans une première phase en fait liée aux activités. Enfin, le défi, si tu veux, c'était le basculement du défi à distance, de la formation à distance, dans des situations d'urgence qui n'ont évidemment rien à voir avec les conditions souhaitables dans lesquelles on aimerait pouvoir accompagner et pouvoir transformer ces pratiques à distance. Mais bon, voilà, là, il a fallu organiser ce basculement très rapidement. Et puis là, maintenant, on est dans une autre phase qui est le deuxième défi, c'est le défi de l'évaluation à Ouais. distance, puisque en fait, les cours vont bientôt se terminer. On est dans les 4 dernières semaines d'enseignement à l'université, et les enseignants sont d'ores et déjà en train de se préparer en fait aux différentes modalités d'évaluation pour qu'une grande majorité, enfin pour que la majorité des étudiants puissent bénéficier d'un système d'évaluation équitable, mais qui sera en grande majorité à distance. Il y a aussi une offre présentielle qui sera disponible, évidemment, pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens ou des manipulations spécifiques à réaliser. Mais là, maintenant, c'est la préparation pour préparer les examens massivement à distance. Ouais, j'ai vu d'ailleurs une de tes collègues du alors le Louvain Learning Lab, Ouais, qui avait sorti des fiches aussi un peu comme ce qu'a fait Emmanuel Sylvestre de l'Université de Lausanne oui, absolument. pour guider un peu les enseignants, qui des fiches Oui, qui sont très bien faites. bah, écoute, merci. Euh, Émile ouais. pour la citer au sein de l'équipe qui s'est beaucoup attelée à cette tâche-là. On a vu, ouais, En fait, le défi, ça a été de mettre en place des ressources. C'était une source d'enseignement aussi, cette expérience, puisqu'il a fallu en fait faire le choix. Du reste, ce sont les mêmes conseils qu'on a donnés aux enseignantes et aux enseignants. C'est dans la période qui reste, c'est de se dire quels sont les éléments essentiels, aller à l'essentiel vraiment. Et ouais. donc faire un choix. Donc évidemment, il a fallu faire un deuil aussi, parce qu'on dit oui, mais enfin, on fait pas l'évaluation, de la formation à distance en urgence et en quatrième vitesse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence par aller à l'essentiel. Et donc ça a aussi été un chouette défi d'équipe de se dire tout ce qu'on aimerait dire, tout ce qu'on aimerait faire avec les enseignants, les conditions ne le permettent pas en réalité. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller à l'essentiel et sélectionner les éléments qui sont le plus susceptibles de rendre des services par rapport au basculement à distance et puis maintenant à l'évaluation. Et avec un peu de recul aujourd'hui, parce que ça fait quand même plus d'un mois, est-ce que tu commences à voir des changements de pratique? Alors, on voit effectivement des changements de pratique. Je pense que comme tous les services concernés, et comme on peut en discuter en dehors, on voit arriver alors j'allais dire dans nos équipes, c'est un peu bizarre parce on est plus là physiquement, mais enfin, dans les canaux de communication qu'on met en place, on voit arriver des personnes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On ne contacte pas celles et ceux qui ont peut-être davantage l'habitude d'être à l'écoute de nos canaux. Et donc on voit des pratiques effectivement où dans une situation un peu, je suis perdu, oulala, comment je fais? Avec dans un premier temps, il y a eu beaucoup de questionnements sur, c'est pas forcément l'idéal, mais c'était assez logique. Comment est-ce que je fais finalement pour remplacer mon auditoire? Comment est-ce que je fais pour remplacer mon amphi? Et donc avec l'hypothèse que la vidéo, la tête qui parle dans le poste, allait être la solution à tout. Donc heureusement, on a assez vite dépassé cette étape-là.
Donc ça, c'est un premier changement de pratique, de se dire aussi, il y a un vrai travail sur la scénarisation. Donc changement de pratique à ce niveau-là. Un autre changement de pratique aussi, c'est une vraie réflexion. Tu sais, cette fameuse question de l'alignement, tu en as souvent parlé avec Marcel, c'est de se dire, OK, il va falloir évaluer différemment, on s'y prépare, mais au fond, quels sont les éléments importants? Et entre les deux, entre ce que je vais évaluer et les éléments qui sont désormais importants, essentiels dans la période qui nous occupe, quelles sont les activités à distance que je vais mettre en place, avec pas nécessairement que du contenu produit par les enseignants. Moi, j'ai vu des exemples de profs qui se réunissaient le dimanche pour se demander quelles étaient les formes d'interaction qu'ils allaient pouvoir créer avec leurs étudiants. On a vu des initiatives de demander aux étudiants de produire des contenus interactifs, de produire des vidéos sous forme de synthèse ou pour faire preuve de créativité. Donc, on a vu des formes différentes se mettre en place et pas uniquement ce qu'on craignait un petit peu au début, tu sais, le remplacement strict, le prof ou la prof qui parle dans son amphi, qui est remplacé par la même ou le même qui parle devant une caméra. Et donc, on a vu beaucoup de variétés par rapport à ça. Et d'après toi, quels seront les impacts de cet épisode sur le monde éducatif, à l'UNIV et au-delà? Moi, je dirais, en regardant au-delà, enfin en dehors de l'université, parce qu'on a des contacts aussi avec l'enseignement secondaire, on a des contacts évidemment entre consoeurs et confrères dans d'autres structures, et il faut se rendre compte que, enfin, moi je considère qu'à l'UC Louvain, on est relativement privilégié. On a la chance d'avoir un cadre de gouvernance, ça c'est peut-être un élément clé, un conseil sur lequel il faudra s'atteler aussi bien au niveau des structures, j'ai envie de dire, qui nous gouvernent que les structures qui nous pilotent au niveau local ou de nos institutions. C'est qu'on a la chance à l'UC Louvain d'avoir une gouvernance qui est complètement alignée. On a un recteur qui soutient l'université numérique avec un professeur qui est en charge de cette activité. On a une équipe qui existe déjà depuis un moment. Marcel a fait partie de l'animation pendant de très nombreuses années. Il en est notamment à l'origine. Donc tout ça, il y avait tout un chantier là qui existait déjà. Et on se rend compte que ces éléments-là rendent évidemment les basculements et l'accompagnement plus facile. Quand on regarde en dehors, et quand je vois par exemple dans l'enseignement secondaire ou chez certains confrères ou consoeurs avec qui on discute, on se rend compte qu'il y a énormément de différences et j'ai certains collègues qui se disent mais on a un peu le sentiment d'être perdu et de voir que la situation de crise vient accélérer en fait des décisions ou en tout cas mettre en lumière une absence de décision. Et parfois ça commence simplement par être en capacité, et moi c'est les échanges que j'ai avec des profs du secondaire qui disent mais nous on a un vrai souci, c'est qu'on n'arrive même pas à être certain de contacter nos élèves. On a une très grande disparité. Alors il y a des profs qui disent super, je suis arrivé à faire du Zoom ou du Teams ou du n'importe quoi, mais je suis arrivé à avoir une trace, un échange avec mes élèves à hauteur de 80% ou davantage, dans le secondaire, hein, je parle. Et puis à côté de ça, j'ai un enseignant qui me dit, mais moi je n'arrive même pas à toucher 20% de mes élèves. Je ne suis même pas certain de pouvoir disposer de leur adresse mail. Comment voulez-vous que je fasse de la continuité pédagogique numérique en plus si je n'ai pas ces données-là? Et donc en termes de gouvernance, il y a vraiment aller chercher tout le meilleur de ces expériences-là pour orienter des décisions et peut-être un petit peu plus de solidarité comme celle qu'on est en train de construire dans l'urgence, se baser sur ces bonnes expériences, sur ces bonnes pratiques pour essayer de fédérer un petit peu les moyens et les pratiques intéressantes pour faire gagner du temps pour la suite, voilà, que ce soit Covid ou de manière générale. Je crois qu'il y aurait vraiment intérêt à aller chercher des éléments positifs pour inspirer de la gouvernance. Voilà. Voilà. Inspirons les idées de gouvernance. Eh ben, merci Pascal pour cette participation et ces réponses. Ça m'a fait plaisir de te revoir aussi. Voilà. À la prochaine. À la prochaine.